Quelle est la différence entre remember et remind? Utilisez remember pour dire se souvenir ou se rappeler de quelque chose lorsque vous-même vous vous souvenez de cette chose. Par exemple, je me souviens de toi. I remember you. Dans le sens de je me rappelle de toi. Ok? I remember you. Vous-même, vous vous êtes causé de vous souvenir de la personne. Utilisez remind lorsque quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre vous cause de vous souvenir ou de vous rappeler de cette personne ou de la chose. Par exemple, peux-tu me rappeler de fermer la porte? Ici, c'est can you remind me to lock the door ou bien to shut the door. Ce n'est pas can you remember me parce que c'est quelqu'un d'autre qui vous cause de vous rappeler de faire quelque chose d'autre. Et vous voyez que j'ai utilisé la préposition to ici. Can you remind me to plus un verbe. Ok? To plus le verbe. Prêtez attention à cela parce que le deuxième exemple va utiliser quelque chose d'autre, une autre préposition. Alors, deuxième exemple. Ce parfum me rappelle mon enfance. Ici, c'est this perfume reminds me of my childhood. Encore une fois, quelque chose d'autre vous cause de vous rappeler quelque chose, c'est remind. Mais ici, vous voyez que c'est la préposition of. Pourquoi? Parce que on a dit of my childhood qui est un nom, a noun. Alright? Donc, en récap, utilisez remind plus to plus un verbe. Utilisez remind plus of plus un nom. Alright, everybody, never make these confusions. Être sain et sauf, ce n'est pas to be sane and well. Sane existe en anglais, mais ça veut dire être sain d'esprit, c'est-à-dire être lucide ou équilibré. Lorsque vous voulez dire quelqu'un est sain et sauf, l'expression à utiliser en anglais, c'est safe and sound. Safe and sound. Par exemple, il est rentré sain et sauf. He came back safe and sound. Start using this expression now. Les francophones, comment traduire? As-tu passé une bonne journée? Oui, j'ai atteint tous mes objectifs. Est-ce que c'est Did you pass a good journey pour journée? Yes, I attended pour atteindre all my goals. No, il y a beaucoup de traductions littérales dans ces phrases. Passer une bonne journée n'est pas to pass a good journey. Journée n'est pas journey, c'est day. Et ici, c'est avoir une bonne journée. Le verbe avoir, c'est have. Did you have a good day? Et en anglais, to attend, c'est participer. Par exemple, participer à une réunion, c'est to attend a meeting. Ça n'a rien à voir avec atteindre ses objectifs. Atteindre ses objectifs, c'est to reach your goals. Donc, au passé simple, c'est I reached. En conclusion, toute la phrase devient Did you have a good day? Yes, I reached all my goals. Never make these mistakes. Comment dit-on faire la grasse matinée en anglais, c'est-à-dire dormir jusqu'à tard le matin? D'abord, savez-vous comment on écrit grasse? Parce que moi, honnêtement, je ne savais pas. Je ne savais pas que grasse matinée s'écrivait comme ça. Grasse. Donc du coup, vous allez dire, grasse, grasse, dodu, fat, n'est-ce pas? Non, non, non. Grasse matinée n'est pas fat morning, ok? Faire la grasse matinée, c'est to sleep in. To sleep in. Par exemple, j'ai fait la grasse matinée aujourd'hui, c'est I slept in today. All right, everybody, remember this expression next time. Des jumeaux en anglais n'est pas twins boys. Qu'est-ce qui ne va pas ici? On a mis S à la fin de twins. Ne faites jamais cela. En anglais, on ne met jamais de S à la fin des adjectifs. Donc, c'est tout simplement twins.
twin boys. Et jumelles, twin girls. Par exemple, Christelle a des jumelles. En anglais, c'est Christelle has twin girls. Ce n'est pas Christelle has twins girls. Never. Comment dire définir les attentes en anglais? Soit vous pouvez dire to set expectations ou bien to define expectations. Par exemple, dès le début, il faut définir les attentes. From the start, we need to set expectations ou bien from the start, we need to define expectations. Start using these expressions now. Être au lit n'est pas to be on bed, ce n'est pas non plus to be on the bed. N'utilisez pas la préposition on, utilisez plutôt la préposition in. To be in bed. Mais non, je ne dis pas que to be on the bed n'existe pas, mais ça signifie littéralement, physiquement, être assis sur le lit ou être couché sur le lit. Lorsque vous parlez de dormir, c'est in bed et il n'y a pas l'article défini de là-bas. Ne dites pas I'm in the bed. Par exemple, il est malade, il est au lit. En anglais, he is sick, he's in bed. Ce n'est pas he's sick, he's on bed. Ce n'est pas he's sick, he's on the bed. Le seul cas où vous pouvez utiliser la préposition on, c'est pour dire on bed rests. Ici, ajouter rest, c'est une expression idiomatique qui signifie être alité, être cloué au lit. Il est alité, he's on bed rest. Vous n'allez pas dire he's in bed, vous n'allez pas dire he's on the bed ou bien he's on bed. All right, everybody, never make this mistake again. Les francophones, comment traduire? Désolé pour le retard. Je vais rattraper les messages que tu as laissés dans le groupe. Est-ce que c'est sorry for the late? I will catch up the messages you left on the group. No. Désolé pour le retard n'est pas sorry for the late. C'est sorry for the delay. Ensuite, se rattraper sur quelque chose n'est pas to catch up something. C'est proche, mais il manque une petite préposition ici, c'est la préposition on. To catch up on the messages you left. Est-ce que c'est on the group? Non, c'est dans le groupe, donc c'est in the group. En conclusion, toute la phrase devient sorry for the delay. I will catch up on the messages you left in the group. Never. Alors, comment dit-on la citation? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'abord, que veut dire cette citation? Ça veut dire tout simplement que si vous voulez devenir meilleur, il faut pratiquer tout le temps. Ok? C'est en pratiquant tout le temps qu'on devient meilleur. Alors, ce n'est pas une traduction littérale. Forger en anglais, c'est to forge, n'est-ce pas? Et forgeron, c'est quoi? C'est blacksmith, blacksmith, blacksmith. Donc, ne dites pas it's by forging that you become a blacksmith. Non, ça c'est une traduction trop française. En anglais, c'est très simple. C'est practice makes perfect. Practice makes perfect. Par exemple, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Continue d'essayer. En bon anglais, practice makes perfect. Keep trying. Ce n'est pas it's by forging that you become a blacksmith. Keep trying. All right, everybody, start using. Sortir du lit, ce n'est pas to go out of bed. Le verbe à utiliser ici, c'est to get. To get out of bed. To get, la préposition est correcte. To get out of bed. Par exemple, je sors du lit à 6 heures du matin, c'est I get out of bed at 6 a.m. Ce n'est pas I go out of bed at 6 a.m. All right, everybody,
never make this mistake again. Quelle est la différence entre see, look et watch? Au fait, ne dites pas wash, c'est watch. See, c'est voir de façon passive. Vous ne faites pas exprès. Dès que vous ouvrez les yeux, you see. Look, c'est regarder intentionnellement. Et watch, c'est observer ou suivre quelque chose qui est en mouvement. Par exemple, j'ai vu un oiseau. I saw a bird. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu l'oiseau. C'est passif. Je n'ai pas fait exprès. Regarde-moi. Donc ça, c'est plus intentionnel. Look at me. Vous ne pouvez pas dire see me. Okay? Je regarde un film. I am watching a movie. C'est plus une observation sur une durée plus longue. Donc, en conclusion, see, c'est la perception. Look, c'est l'intention. Et watch, c'est l'observation. All right, everybody, never confuse these words again. Les francophones, comment traduire? Est-ce le livre de $100 dont tu m'as parlé? Est-ce que c'est Is this the $100 book? Did you tell me? No. En anglais, lorsque vous avez un adjectif qui décrit un nom, l'adjectif ne prend jamais de S. Donc, on ne peut pas dire $100 book, tout comme on ne peut pas dire my 5 years old daughter. Ma fille de 5 ans n'est pas ma 5 years old. Ne mettez pas S à la fin de year, c'est ma 5-year-old daughter. Et ici, vous allez mettre tout simplement un tiret entre 100 et dollar et ça devient un adjectif. My $100 book, mon livre de $100. Ensuite, dont tu m'as parlé n'est pas une question. Donc, on ne peut pas commencer ça par un auxiliaire. On ne peut pas dire Did you tell me? Ici, on va plutôt dire that, qui est facultatif. On peut ne pas dire that ici. Is this the $100 book that you... Comme l'action s'est déjà déroulée, on ne va pas dire you tell me, mais on va plutôt dire you told me. Et il manque un dernier ingrédient, c'est about. Parce que ici, on va dire you told me about the book. En résumé, is this the $100 book you told me about? Ou bien, is this the $100 book that you told me? Yeah, hello? Who's this? Sorry? Can you speak up? I can barely hear you. Hang on a second, I have an incoming call. Yeah. Hey, how you doing? Hey, I'm on the other line. Let me call you back in about 15 minutes. Yeah, thank you. Hello? Sorry about that. Yeah, what's your name? Oh, okay. Yeah, I can hear you now. All right. Sure. See you soon. Okay. Peace. D'un côté, 3 points de suspension. De l'autre n'est pas on one side, 3 points de suspension on another side. Ça, c'est une traduction littérale du français en anglais parce que côté, c'est side, n'est-ce pas? En anglais, l'expression à utiliser, c'est on the one hand. Donc ici, utilisez la main, ok? La main. On the one hand, 3 points de suspension. On the other hand, par exemple. D'un côté, c'est bon. De l'autre, c'est compliqué. En anglais, on the one hand, it's good. But, on the other hand, it's complicated. Vous n'avez pas besoin du but là-bas. Donc, vous pouvez dire, on one hand, it's good. On the other hand, it's complicated. Ce n'est pas on one side, it's good. On another side, it's complicated. All right, everybody, never make this mistake again.
Les francophones, comment traduire la réunion était déjà terminée quand je suis arrivé? Est-ce que c'est The meeting has already finished by the time I get there? Non! Ici, c'est le cas de deux actions qui se sont déroulées dans le passé. Je vais vous faire un petit croquis pour mieux l'expliquer. Alors ça, c'est le passé et ça, c'est le futur et on est quelque part ici au présent. Ensuite, nous avons deux actions qui se sont déroulées dans le passé. On va dire que ici, c'est le présent. La toute première action qui s'est déroulée se met au past perfect. Et l'action qui l'a suivie, c'est-à-dire l'action qui est plus proche du présent, se met au simple past. Et comment construit-on le past perfect? Eh bien, c'est l'auxiliaire had, H-A-D, plus le participe passé du verbe. Dans cette phrase, quelle est la toute première action qui s'est déroulée dans le passé? C'est la réunion était terminée. C'est ça la toute première action. Donc, on ne va pas dire has, c'est had already finished. Et la deuxième action qui a suivi cela, c'est je suis arrivé. C'est l'action la plus proche du présent. Donc, on ne va pas dire get, on va plutôt dire got, qui est le participe passé de get. En conclusion, toute la phrase devient The meeting had already finished by the time I got there. Never. Mais comment dit-on deux poids, deux mesures? Poids en anglais, c'est quoi? C'est weights. Mesure, c'est quoi? C'est measure. Cependant, deux poids, deux mesures n'est pas two weights, two measures. This is not correct. En bon anglais, on dit double standards. Double standards. Par exemple, c'est injuste. C'est deux poids, deux mesures. En bon anglais, it's unfair. That's double standards. Ce n'est pas it's unfair. That's two weights, two measures. All right, everybody, start using this expression now. Au cours des dernières années n'est pas during the last years. During s'utilise pour une période précise. Par exemple, durant la réunion, during the meeting. Mais si vous voulez dire sur une période jusqu'à maintenant, c'est soit over the last few years ou bien in the past few years. Par exemple, j'ai beaucoup appris durant les dernières années. I've learned a lot over the last few years ou bien I've learned a lot in the past few years. Ce n'est pas I've learned a lot during the last years. Never make this mistake again. Quelle est la différence entre what are you doing et what do you do? Nous les francophones, nous nous mélangeons trop les pédales lorsqu'il s'agit de ces deux questions. What are you doing? C'est qu'est-ce que tu fais là maintenant. Par exemple, what are you doing? I am teaching English. Vous voyez, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Je suis en train de donner un cours d'anglais. Ce n'est pas what do you do? I teach. All right? Mais non, c'est quoi what do you do au présent simple de l'indicatif? What do you do? Ce n'est pas qu'est-ce que tu fais maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Par exemple, que fais-tu dans la vie? Oh, je suis docteur. En bon anglais, what do you do? I'm a doctor. Ce n'est pas what are you doing? I'm a doctor. All right, everybody, never make this confusion. Poursuivre en justice n'est pas to pursue in justice. Je ne dis pas que to pursue n'existe pas. To pursue existe bel et bien en anglais, mais ça veut dire poursuivre quelque chose ou quelqu'un de façon physique. Lorsque vous parlez d'une action légale, c'est-à-dire poursuivre en justice, c'est to sue, tout simplement. Par exemple, elle l'a poursuivi en justice, she sued him. Ce n'est pas she pursued him in justice. Never make this mistake again.
Sujet tabou. Comment dit-on avoir ses règles en anglais? Ce qu'il ne faut pas dire, c'est une traduction littérale to have your rulers. Ok? Ça ne se dit pas. Avoir ses menstruations en anglais, c'est soit to have your period ou bien to be on your period. Par exemple, elle a ses règles en anglais, c'est soit she has her period ou bien she is on her period. Ce n'est pas she has her ruler. All right, everybody, never make this mistake again.